Avant de commencer la vidéo, je prends toujours les questions pour la FAQ des 10 000 abonnés, donc posez-moi vos questions en commentaire. Lors de la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron a été accusé de vouloir gérer la France comme une entreprise, à coup de management, de performance, de risque et d'efficacité. En réalité, il n'a fait que relancer un vieux débat qui date des années 1980, et jusqu'à aujourd'hui, ça reste une question très controversée. Est-ce qu'on devrait gérer la France comme un manager gère son entreprise? Aujourd'hui, l'État prend de plus en plus de place dans nos vies, et ça fait un moment qu'on met en place des normes pour l'efficacité du service public. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que les préoccupations des hauts fonctionnaires sont les mêmes que celles des managers d'entreprise? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas tant de différence que ça entre le secteur public et le secteur privé? Pour rappel, le secteur public désigne l'ensemble des activités qui sont menées par l'État, que ce soit dans les administrations, les collectivités territoriales, les hôpitaux, les écoles, etc. Du moment qu'un organisme est détenu au moins à 51% par l'État, on estime que c'est une structure publique, qu'il fait partie du secteur public. A l'inverse, le secteur privé désigne l'ensemble des organismes qui ne dépendent absolument pas de l'État. Par exemple, les entreprises, les ONG, les associations, les banques. Ces deux secteurs ne sont pas deux activités étanches, inséparables. Non. Par exemple, il y a des organismes privés, mais dont l'activité est considérée comme étant un secteur public, puisqu'ils agissent selon l'intérêt général, comme l'URSSAF. Ou alors des organismes qui sont publics, mais qui doivent quand même faire face à de la concurrence, comme par exemple les hôpitaux qui doivent concurrencer à la fois les cliniques et les médecins libéraux. En tout cas, on a tendance à imaginer ces deux secteurs comme étant deux univers totalement à part, avec chacun son mode de fonctionnement et ses objectifs. Le secteur public est vu comme étant très hiérarchisé, très bureaucratique, très lent, mais dont la principale mission est d'assurer l'intérêt général. Contrairement au secteur privé, dont la mission principale serait de créer de la richesse, d'assurer du profit, en étant plus dynamique et en étant davantage préoccupé par des questions comme la performance. Si c'est ce que tu penses, mon rôle dans cette vidéo sera de démolir ces idées reçues. En effet, la frontière entre le secteur public et le secteur privé est bien plus compliqué que ce qu'on a tendance à penser. L'intégration de logiques managériales dans le secteur public. Pour savoir si la France est gérée comme une entreprise, intéressons-nous à la manière dont l'État français est géré, c'est-à-dire à son management. Le management, c'est tout simplement les techniques avec lesquelles on gère et on organise une entreprise. Dans une entreprise, il y a des cadres, comme par exemple le PDG, le DRH, le directeur commercial, le directeur marketing, etc. Bref, tous ceux qui occupent des postes à haute responsabilité et qui prennent les grosses décisions. Le management, c'est ce qui permet aux cadres de réfléchir à leur prise de décision et de définir une manière avec laquelle on va atteindre les objectifs que l'entreprise s'est fixés. Et ça ne concerne pas uniquement les entreprises privées, non, que ça soit une ONG, une administration, une association, que sais-je. Du moment qu'il y a une organisation avec une hiérarchie, il y a du management. Et justement, l'État français ne fait pas exception. Les directeurs et les cadres dans les administrations ou les entreprises publiques sont des managers. Ces directeurs, on se dirait que tout ce qu'ils font, c'est simplement d'obéir à ce que leur demande de faire leur gouvernement. Après tout, ce sont des fonctionnaires. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'obéir au pouvoir politique. Eh bien, pas vraiment. Les cadres de la fonction publique sont beaucoup plus autonomes que ce qu'on pense. Cette fameuse idée selon laquelle il y aurait une différence claire entre le management dans le secteur public et le management dans le secteur privé est une idée reçue. Pour le dire plus simplement, en général, si tu travailles dans une grosse structure comme, je sais pas, une organisation comme Renault, un hôpital, une mairie, tu risques d'être traité plus ou moins de la même manière par ton patron. Le fait que ça soit public ou privé, ça ne change pas énormément les choses. En tout cas, moins que ce qu'on pense. Et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il y a eu les deux décentralisations. La première en 1982 et la deuxième en 2003, transférant des pouvoirs de l'État aux collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les régions, les départements, etc. Par exemple, depuis 1982, les régions ont beaucoup plus de contrôle sur leur budget. Et depuis 2003, les habitants d'une collectivité territoriale peuvent demander à n'importe quel moment à cette même collectivité d'organiser un référendum local. La décentralisation a donné beaucoup plus d'autonomie aux collectivités territoriales, donc leurs cadres sont passés du rôle de simple exécutant à celui de manager. Ils ne se contentent plus simplement d'exécuter ce que leur demande le pouvoir politique, non, ils ont beaucoup plus d'autonomie, ils ont donc un rôle actif dans la prise de décision. Mais ce qui a réellement fait pencher la balance dans cette histoire, c'est la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF. La LOLF est une série de lois appliquées à partir de 2006, dont je vous épargne les détails parce que ça va tellement, mais tellement vous faire chier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces lois, les administrations doivent justifier chaque année l'argent que leur accorde l'État en termes de performance et d'objectifs atteints. C'est la première fois qu'on dit que les administrations ne doivent pas simplement faire leur taf, c'est-à-dire gérer le pays de manière bureaucratique. Non, on leur dit qu'il faut que ça soit performant. Si à la fin de l'année, tu es incapable de justifier que l'argent que l'État te donne, tu l'utilises de manière efficace, de manière performante pour mettre en place des politiques qui marchent, on te l'enlève.
La raison à ça, c'est qu'on voulait comprendre exactement où allait l'argent de l'État, comment il était utilisé pour pouvoir gérer les dépenses plus efficacement et limiter les gaspillages de nos impôts. Avant, la logique était simple. Quand tu es une administration, on te donne de l'argent parce que tu en as besoin pour fonctionner. Maintenant, la logique, c'est de donner de l'argent aux administrations parce qu'ils en ont besoin pour atteindre certains objectifs d'intérêt général. Et ça, c'est une logique de manager. On limite le gaspillage et on cherche la manière la plus efficiente d'atteindre des objectifs avec des ressources limitées. Cette logique est assez compréhensible. Depuis les années 80, la dette de l'État ne fait qu'augmenter puisque il prend de plus en plus de place dans nos vies, il a donc besoin d'argent. La France est le premier pays européen en termes de dépenses publiques avec 54% du PIB en 2018. C'est énorme et avec la crise, ça ne fera qu'augmenter. Et le secteur public, économiquement, ne crée pas de richesse. Donc si c'est excessif, ça risque même de ralentir l'économie d'un pays. C'est un débat dans lequel je veux absolument pas entrer. En tout cas, si tu as un avis là-dessus et tu trouves que je raconte de la merde, la zone commentaire est à toi. En tout cas, ces lois ont eu un impact non négligeable sur la manière avec laquelle on envisage le secteur public vis-à-vis du secteur privé. Ce qui a poussé certains scientifiques à se poser la question, est-ce qu'il y a encore une différence entre les deux ? Y a-t-il une différence entre la gestion du secteur public et le secteur privé? Pour savoir si la France est gérée comme une entreprise, une des premières pistes de réflexion, ça serait de se demander si une entreprise et une administration sont gérées de la même manière. Et pour cela, un excellent article a été publié sur le sujet, s'intitulant « Existe-t-il encore des différences entre le travail des managers du public et ceux du privé ?» Sur cette chaîne, on se casse pas la tête. J'ai mis les liens de toutes les sources en description. Les auteurs sont Céline Desmarais, enseignante-chercheur à la Haute École d'ingénierie de gestion, et Emmanuel Abord de Châtillon, professeur des universités à l'IAE de Grenoble. L'article compare les managers du public et ceux du privé selon 4 critères: la traduction, la régulation des relations, le pilotage des performances et l'adaptation des ressources. Si t'as rien compris, t'inquiète pas, je vais t'expliquer un à un. La traduction, c'est simplement le fait de prendre en compte les demandes et les consignes des gens qui sont à la fois en haut de toi dans la hiérarchie et ceux qui sont en dessous de toi. Et ce rôle de traducteur, ça suppose d'avoir une certaine autonomie, une certaine marge de manœuvre. Et justement, en termes d'autonomie, on a tendance à penser que le secteur public et le secteur privé sont à l'opposé. Les managers du privé seraient totalement autonomes et les managers du public, au contraire, n'auraient aucune autonomie puisque ils se contentent simplement de faire appliquer ce qui a été décidé dans le pouvoir politique. Sauf que l'étude a démontré que dans les deux cas, les managers estiment que leur rôle principal est d'appliquer et de faire appliquer des règles. Il y a bien sûr des différences, mais ils sont surtout marqués entre le type de structure, pas entre le secteur public et le secteur privé. Par exemple, dans la fonction publique d'État, les managers ont plus l'impression de devoir simplement appliquer et faire appliquer des directives que dans la fonction publique territoriale. En termes d'autonomie, là par contre, les managers du public ont l'impression d'avoir un petit peu moins d'autonomie que ceux du privé, mais la différence n'est pas spectaculaire. Critère numéro 2, la régulation des relations, c'est-à-dire simplement le fait de devoir gérer les relations entre les membres de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Pour la gestion interne des relations, il n'y a quasiment pas de différence, ce qui contredit un peu l'idée reçue selon laquelle le secteur public ne serait qu'une bureaucratie où personne ne se parle et on se contente simplement d'exécuter les ordres de nos supérieurs. Par contre, les managers du secteur public ont un petit peu plus l'impression de devoir jouer le rôle d'intermédiaire entre les agents et ceux qui sont plus haut dans la hiérarchie. Mais c'est la seule différence. Ça montre que la hiérarchie dans le secteur public est de moins en moins pyramidale, elle est un petit peu plus transversale et suppose plus de dynamisme et moins d'obéissance aux ordres. Un simple exemple avec les hôpitaux qui s'organisent désormais en pôles avec chacun sa petite hiérarchie et sa prise de décision en interne. On favorise les liens et la coopération entre chaque pôle et chaque service et les rôles sont beaucoup plus basés sur la négociation et moins sur l'obéissance aux ordres. Comme dans une entreprise quoi. Concernant les relations externes, c'est-à-dire toutes les relations avec les acteurs qui sont en dehors de l'entreprise, là aussi il n'y a pas de différence, les deux y accordent autant de temps et d'importance. Cela dit, dans la fonction publique d'État, pas territoriale, les managers ont beaucoup plus le sentiment de devoir résister aux attentes des usagers pour exercer leur rôle comme il se doit. Critère numéro 3, l'adaptation des ressources, c'est-à-dire simplement la gestion du matériel, la gestion de l'argent, la gestion des ressources humaines. Les ressources humaines, ça veut simplement dire les gens qui travaillent dans l'organisation. L'étude a montré qu'il existe une différence dans la fonction publique d'État, où la gestion des moyens est quand même confiée aux managers. Ça reste quand même assez hiérarchisé. Mais sinon, on ne trouve pas vraiment de différence entre le privé et le public. Les managers y accordent autant de temps et d'importance, et d'ailleurs, dans les deux cas, le rôle de manager consiste à devoir se donner les moyens de l'action. Ça confirme exactement ce que je disais. La décentralisation a donné beaucoup plus de moyens aux managers du secteur public, notamment dans la gestion de leurs ressources. Dernier critère, le pilotage de la performance, c'est-à-dire le fait de s'assurer que les objectifs sont bien atteints et de manière efficiente. L'étude a montré que les managers des deux secteurs estiment que la performance se mesure en termes de conformité aux règles et d'objectifs atteints.
pas de différence là-dessus. Une fois n'est pas coutume, on trouve quand même une différence dans la fonction publique d'État, où les managers insistent un petit peu plus sur la conformité aux règles. Concernant les objectifs, les managers du public estiment que leurs objectifs sont moins bien définis que dans le secteur privé. Et ça, c'est à cause de la distance entre eux et le pouvoir politique. Il y a une énorme hiérarchie qui fait que quand les ordres descendent jusqu'aux managers du secteur public, surtout le secteur public local, ils sont pas exactement sûrs de ce qu'ils sont censés faire. D'ailleurs, ces mêmes cadres estiment que les objectifs sont plus souvent imposés que négociés. Ça montre que malgré la décentralisation, le pouvoir politique à Paris conserve quand même énormément de pouvoir. Par contre, les managers des deux secteurs estiment que les objectifs sont tout aussi difficiles à atteindre. Ils ressentent autant de pression l'un que l'autre. Conclusion de l'article. Vu les différences observées, on peut affirmer que le secteur public est loin d'être aussi bureaucratique et paralysé que ce qu'on veut nous faire croire. Le management public évolue et se rapproche des modes de gestion du secteur privé. Il est de moins en moins basé sur la hiérarchie et recherche de plus en plus la performance. Les pratiques bureaucratiques et le centralisme à la française perdurent modérément, d'après les auteurs de l'article, mais ces différences avec le privé ont tendance à s'estomper avec le temps. On peut louer et critiquer ça comme on veut, encore une fois, c'est pas un débat dans lequel j'ai envie de m'engager parce que on s'en fout un peu de mon avis, c'est pas le but de la vidéo. Mais que tu sois pour ou contre, garde en tête un truc, ce sont des procédures qui ont été mises en place démocratiquement. Ce sont des élus qui ont voté les décentralisations et la LOLF. Et le but, c'était principalement l'intérêt général. On veut que le service public continue à être efficace pour le bien des citoyens. Mais si le service public est trop bureaucratique et pas assez efficient, il cessera simplement d'exister. D'où l'intérêt de se concentrer sur la performance dans ce domaine. Et oui, je le reconnais, en important des modes de gestion du privé, on risque aussi d'importer les dérives qui vont avec. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que le secteur public s'inspire de plus en plus de modes de management du secteur privé? Mais ce que cette étude a démontré, c'est surtout la grande diversité du secteur public français. Quand même plus de la moitié du PIB, donc il y a des chances que ça soit beaucoup plus divers que ce qu'on pense. Et justement, ce que cette étude a démontré, c'est qu'il y a beaucoup plus de différences au sein d'un même secteur entre structures que simplement entre le secteur public et le secteur privé. Simple exemple, la différence entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, qui se rapproche beaucoup plus du secteur privé. La frontière publique-privée ne peut être donc vue que comme une différence de degré, pas une frontière absolument infranchissable. Maintenant qu'on a établi que ces différences entre le public et le privé se brouillent quand on parle de management, intéressons-nous concrètement à l'activité des entreprises. Là aussi, on se dirait que les organisations publiques se mobilisent toutes seules pour œuvrer dans le sens de l'intérêt général, simplement qu'elles agissent complètement à part. Et encore une fois, vous connaissez le dicton. La réalité est un petit peu plus complexe que ça. Les partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Si on veut se demander s'il existe une frontière claire entre le secteur public et le secteur privé, l'exemple que je vais vous donner montre que le secteur privé a en réalité beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense sur les administrations. Aujourd'hui en France, les administrations évoluent main dans la main avec le secteur privé, ce qui rend la frontière entre le secteur public et le privé encore plus floue. Comme je vous l'ai dit, l'État s'étend de plus en plus et prend davantage de place dans nos vies, donc ses missions se complexifient. Mais surtout, le service public coûte de plus en plus d'argent, d'où la nécessité de réduire les dépenses. Et une des manières d'économiser des sous, c'est de faire de la sous-traitance. Prenons l'exemple qui me tient à cœur, imagine que tu fais pousser des carottes et ça se passe très bien, tu gères bien ton business, sauf qu'il y a des petits malins qui s'amusent à voler tes carottes pendant la nuit. C'est super relou, donc pour les empêcher de voler tes carottes, tu vas construire une barrière autour de tes champs. Le problème, c'est que t'as aucune idée de comment construire une barrière. Toi, ton truc, c'est les carottes, pas la menuiserie. Donc tu te dis, je vais embaucher des mecs pour construire cette barrière à ma place. Le problème, c'est que les mecs que tu vas embaucher, faut les surveiller, faut les superviser, faut faire en sorte qu'ils te construisent pas une barrière en carton. Et surtout, faut les payer, tu sais pas combien de temps ça va prendre, donc ça te met dans une situation d'incertitude. Tu estimes que ça va te coûter, allez, entre 10 000 et 20 000 euros pendant un temps indéterminé. Puis là, tu as une entreprise qui se ramène et qui te dit « Moi, ta barrière, je te la construis en 3 mois pour 5 000 euros. Tu nous payes en une seule fois. » La sous-traitance, c'est ça. C'est le fait de confier une activité à une entreprise extérieure. Et vous voyez où je veux en venir. Les pouvoirs publics le font tout le temps. Ça porte même un nom, on appelle ça la délégation de services publics ou alors le marché public. Bon, il y a une petite différence entre les deux, je rentre pas dans les détails. Dans les deux cas, un organisme public charge une entreprise, c'est-à-dire un organisme privé, de faire le travail. Et ça concerne surtout les collectivités territoriales. Par exemple, elles vont charger une entreprise extérieure de se charger du ramassage scolaire, du traitement des déchets, de la distribution d'eau. Et elles font ça pour une raison très très simple. Ça coûte moins cher que de faire ça soi-même. Certes, c'est régulé par la loi, dans le code des marchés publics, donc ça n'obéit pas exactement aux mêmes logiques que le secteur privé, mais rappelez-vous,
Les collectivités territoriales sont des administrations, elles ont donc l'obligation de justifier l'argent qui leur est accordé par la performance. Elles vont donc privilégier les solutions les plus efficientes, celles qui leur coûtent le moins d'argent avec les meilleurs résultats. Avec le décret du 25 mars 2016, les collectivités territoriales peuvent librement choisir quelle entreprise elles vont charger de faire le travail. Au début, elles font ce qu'on appelle un appel d'offres, c'est-à-dire qu'elles disent publiquement « voilà, j'ai besoin de telle prestation, tel service pour tels objectifs », et les entreprises répondent à cet appel d'offres en proposant chacun leur service. La collectivité choisit ensuite librement quelle entreprise elle va retenir pour faire le travail. Donc, elle favorise la concurrence, elles utilisent la concurrence, ce qui est quelque chose qui, d'habitude, est propre au secteur privé. Dans notre imaginaire, on se dirait jamais que dans le secteur public, il y a de la concurrence, puisque d'habitude, c'est un truc qu'on attache plutôt au domaine de l'entreprise. Si, c'est d'ailleurs quelque chose qui favorise beaucoup les petites entreprises. Aujourd'hui, dans un souci d'efficacité, les collectivités territoriales divisent leur activité en plusieurs opérations. Et ensuite, elles confient les grosses opérations aux grandes entreprises, les petites opérations sont plutôt confiées aux PME. Et d'ailleurs, le secteur hospitalier va encore plus loin, puisque les hôpitaux évoluent dans un contexte de concurrence, puisqu'ils doivent constamment concurrencer les cliniques et les médecins libéraux, comme ce que je vous disais au début. Et ça, c'est quand ils ne collaborent pas directement eux-mêmes avec les cliniques et les médecins libéraux, qui, encore une fois, sont des acteurs privés. Et même en dehors de ça, ça fait quand même un moment que les collectivités territoriales sollicitent des petites entreprises pour certains types d'opérations, comme la comptabilité, la communication, la formation de leur personnel, les services informatiques, ouais, entre parenthèses, exactement comme une entreprise. Et elles font faire ça par d'autres entreprises parce que ça coûte infiniment moins d'argent que d'embaucher de nouveaux fonctionnaires. Bref, il n'existe aucune structure publique qui se charge elle-même de 100% de son activité. Elles ont toutes recours à de la sous-traitance ou de l'externalisation à un moment ou un autre. Et c'est de plus en plus le cas. Peut-être même que dans 20 ans, le service public français n'aura plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça sera peut-être que des bureaux avec des fonctionnaires qui passent leur temps à chercher des cabinets privés pour réaliser telle ou telle mission à leur place. La France est-elle donc gérée comme une entreprise? Si aujourd'hui il subsiste quelques différences entre le secteur public et le secteur privé, surtout la fonction publique d'État, ces différences ont tendance à s'estomper avec le temps. Plus le temps passe et plus l'État s'élargit, plus il prend de place dans nos vies, plus ses missions coûtent de l'argent, plus il est obligé de se poser la question de la performance. Et surtout, ces missions sont de plus en plus complexes. L'État se retrouve alors obligé de collaborer avec le secteur public, voire même de lui confier certaines missions de service public qui sont d'habitude réservées à l'État. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mal, je suis simplement en train de vous décrire ce qui se passe, de vous expliquer le comment et le pourquoi du comment. Le modèle bureaucratique à la française est en train de disparaître. Est-ce que c'est bien ou mal? J'en sais rien, on s'en fout de mon avis. En tout cas, si t'as un avis là-dessus, la zone commentaire est à toi, n'hésitez pas à en débattre. En tout cas, se pencher sur le sujet, ça discrédite les avis des deux extrêmes. À la fois ceux qui disent que la France ne devrait pas être gérée comme une entreprise, que le secteur public c'est à part, c'est pour l'intérêt général, etc. C'est le secteur public donc ça ne devrait pas être soumis aux mêmes normes de performance que les entreprises, voilà, ce genre d'avis. C'est un peu déjà le cas. C'est d'ailleurs un point de vue que j'ai moi-même défendu quand je faisais encore des vidéos sur la politique. Décidément, il vaut mieux se renseigner avant d'ouvrir sa gueule. Et à la fois ceux qui disent que, au contraire, la France est une bureaucratie trop lourde et qu'il faudrait plus la gérer avec un impératif de performance. Encore une fois, c'est déjà le cas. Le secteur public et le secteur privé sont de plus en plus proches et ils obéissent à des logiques de plus en plus similaires. Certes, les deux univers sont quand même considérés comme des secteurs à part par la loi. Mais cette différence se brouille de plus en plus avec le temps, et il est fort à parier que ça va se brouiller encore plus à l'avenir.